Qu'ont en commun les voyageurs modernes et les premiers conquérants de l'Everest? Le désir d'économiser sur les dépenses inutiles. Il y a 70 ans, les alpinistes comptaient sur des bouteilles d'oxygène et des communications radio. Mais en 2017, de jeunes touristes décident d'économiser sur les services d'un guide local pour atteindre le point le plus inaccessible et le plus dangereux de l'Himalaya. La technologie a considérablement évolué, mais la nature humaine est restée fondamentalement la même. Deux étudiants taïwanais se sont envolés pour Katmandou avec le rêve de vivre une véritable aventure. Lorsque le directeur de l'agence de voyage leur a proposé avec insistance les services d'un guide local pour $40 par jour, Liang et Liu n'y ont vu qu'une tentative de leur imposer un service touristique inutile. Ce qui avait commencé comme une volonté d'économiser de l'argent s'est finalement transformé en une histoire qui obligera à réécrire les manuels de médecine. Liang Shangyu, 21 ans, a passé son enfance dans les montagnes de Taïwan, où il a appris à lire le temps à partir du mouvement des nuages et à trouver son chemin même dans un épais brouillard. Étudiant de première année à l'université nationale Donghua, il travaillait chaque soir comme coursier et mettait ses gains dans un bocal en verre intitulé Real Adventure, véritable aventure. Ses amis le considéraient comme un alpiniste expérimenté, même si l'ascension la plus difficile de sa vie n'avait pas dépassé 3000 mètres d'altitude. Liu Chenchun avait 2 ans de moins, mais elle avait assez d'énergie pour 3 personnes. Cette étudiante de 19 ans, originaire de Miaoli City, économisait son argent non pas pour s'acheter des vêtements à la mode, mais pour acheter des billets d'avion vers des pays lointains. Ses amis se souviennent d'elle comme d'une enfant joyeuse qui rêvait constamment de nouveaux endroits sur la carte. Liu n'avait aucune expérience de la montagne, mais elle avait cette incroyable confiance de la jeunesse qui transforme n'importe quel rêve en un projet réalisable. Au cours de l'hiver 2017, ils ont pris une décision qui allait déterminer tout leur avenir. 1 mois à vélo sur les routes de l'Inde, puis à la frontière avec le Népal, et à pied jusqu'aux coins les plus reculés de l'Himalaya. Dans un endroit où il n'y a pas de foule de touristes, avec leurs perches à selfie, où chaque virage du sentier révèle la beauté immaculée du monde. Leur sac à dos contenait tout ce dont ils avaient besoin pour une randonnée autonome de 2 semaines. Un GPS moderne qui connaissait les coordonnées de chaque sommet, des cartes topographiques détaillées de la région, une tente conçue pour les conditions météorologiques extrêmes, une réserve de nouilles instantanées, de biscuits et de conserves. Assez d'argent dans leur portefeuille pour voyager encore 1 mois en Asie, s'ils dépensaient judicieusement. Les premières fissures dans ce plan parfait sont apparues à l'aéroport de Katmandou. Le service des bagages a perdu le sac à dos de Liu qui contenait des vêtements de rechange. Au lieu d'un début d'aventure joyeux, nous avons dû passer 3 heures au poste de police à remplir des papiers pour signaler la perte. C'était un détail mineur qui a gâché l'ambiance et déclenché une série d'accusations mutuelles. Qui avait oublié de vérifier les étiquettes des bagages? Pourquoi n'avaient-ils pas assuré leurs affaires? Pourquoi avaient-ils emporté autant d'affaires supplémentaires? Les disputes se sont poursuivies pendant les jours suivants. À propos de l'itinéraire, de la répartition du poids dans leur sac à dos et de l'endroit où acheter de la nourriture. Ces petites choses qui deviennent d'énormes problèmes lorsque les gens sont fatigués et nerveux dans un pays étranger. Le 8 mars, la veille du départ pour les montagnes, Liu a publié un court message sur Facebook que ses amis reliront pendant des mois. « Je suis désolé d'avoir atterri ici. » 5 mots, sans explication ni commentaire. Une prémonition de problème ou simplement de l'irritation due aux soucis de bagages. Personne ne le saura jamais. Mais la décision principale qui a déterminé leur sort a été prise dans les bureaux de l'agence de voyage. Un responsable nommé Ram a passé un temps considérable à expliquer les caractéristiques de l'itinéraire vers le Ganesh Himal. Cette région était radicalement différente des sentiers de randonnée populaires. Il n'y avait pas de panneaux en anglais, pas de salon de thé tous les quelques kilomètres et pas de couverture mobile. Les sentiers disparaissaient souvent sous la neige, le temps changeait en quelques minutes, et même les voyageurs expérimentés pouvaient se perdre. Ram leur a fortement recommandé d'engager un guide local. Quelqu'un qui connaissait chaque virage du sentier pouvait lire les signes de mauvais temps et trouver le chemin même dans l'obscurité totale. Le coût du service était de $40 par jour, incluant sa nourriture et son équipement. Liang et Liu ont échangé un regard et ont refusé. $40 par jour représentait une semaine supplémentaire de voyage quelque part en Thaïlande ou au Laos. Le 9 mars, ils ont quitté le dernier village avec de lourds sacs à dos sur les épaules et la certitude que le GPS et le bon sens remplaceraient n'importe quel guide. Le Ganesh Himal les attirait précisément en raison de sa nature intacte.
Contrairement à l'Annapurna, où des centaines de touristes empruntent chaque jour le sentier principal, ici on peut marcher toute une journée sans rencontrer âme qui vive. Il n'y a pas de panneau en anglais, pas de poste de secours équipé de radio et pas de couverture mobile au-dessus de 2500 mètres. Les habitants de la région les ont avertis que même ceux qui sont nés dans un village voisin pouvaient facilement se perdre dans ces montagnes. Pour Lian et Liu, c'est précisément ce choix qui distingue les vrais voyageurs des touristes ordinaires. L'opportunité de marcher là où chaque virage du sentier révèle une beauté intacte, où il n'y a pas de foule avec des perches à selfie et des guides avec des mégaphones. Les 3 premiers jours ont pleinement répondu à leurs attentes. Le sentier traversait les villages des peuples Tamang et Gurung, où les enfants sortaient en courant de leur maison pour regarder ces étrangers si rares. Les femmes en jupe traditionnelle leur offraient du thé chaud pour une somme modique. Les hommes leur indiquaient le chemin par des gestes lorsque la barrière de la langue empêchait la communication verbale. Le soir, ils installaient leur campement près des ruisseaux de montagne, cuisinaient des nouilles sur un réchaud portable et contemplaient le ciel étoilé qui n'était jamais aussi brillant en ville. Le GPS suivait de manière fiable leur progression le long du parcours. Il leur a fallu 2 jours d'ascension tranquille pour atteindre le col prévu. Le matin du 9 mars, tout semblait sous contrôle. Les premiers nuages sont apparus vers midi, des lambeaux gris s'accrochant au sommet des montagnes. C'était normal à 2800 mètres d'altitude en mars. Liang a vérifié les prévisions météorologiques qu'il avait enregistrées dans le dernier village disposant d'un accès à Internet. Couverture nuageuse légère, pas de précipitations pour les 3 prochains jours. Le GPS indiquait 6,5 km jusqu'au prochain point de repère sur la carte. À 4 heures, les nuages s'étaient épaissis pour former une masse grise compacte au-dessus de leur tête. La température était passée de plus 8 degrés à plus 2 degrés en 1 heure. Le vent s'était levé et commençait à pénétrer leurs vestes. Les premiers gros flocons de neige sont tombés vers 18 heures, alors qu'ils installaient leur tente sur une zone relativement plate sous un groupe de genévriers bas. À minuit, la neige s'était transformée en une véritable tempête. La tente s'affaissait sous le poids des précipitations. Le vent déchirait les cordes d'ancrage et menaçait de déchirer toute la structure. Liang est sorti plusieurs fois pour dégager la neige de l'auvent et rattacher les cordes. Le matin, ils ont été accueillis par un désert blanc. La couche de neige atteignait 70 cm d'épaisseur. Pour un mois de mars, cette quantité de neige était anormale pour cette région. Tous les repères avaient disparu. Les rochers qui leur avaient servi à déterminer leur direction la veille s'étaient transformés en monticules blancs. Le sentier, clairement visible la veille, s'était dissous sous une couche de neige lisse. Le GPS connaissait toujours leurs coordonnées exactes avec une précision de 3 mètres, mais l'écran n'affichait qu'un point vert sur le fond blanc de la carte. Où aller à partir de là si chaque pas pouvait les faire tomber dans une crevasse cachée ou les faire basculer d'une falaise camouflée par la neige. À midi le 10 mars, Liang a pris la décision qui semblait la seule raisonnable dans leur situation. Descendre en suivant le bruit de l'eau. La logique était simple et directe. Les rivières de montagne coulent dans les vallées mènent aux villages, et les villages sont synonymes de salut. Cette logique fonctionne dans la plupart des régions montagneuses du monde, mais pas dans l'Himalaya, où les rivières ne coulent pas vers les hommes, mais tombent dans des abîmes inaccessibles, se transformant en cascades. Ils ont entendu le rugissement de l'eau le matin du 11 mars. La rivière Narchet, cachée sous une épaisse couche de neige, coulait quelque part en bas de la pente. Le bruit était puissant et encourageant. Une grande rivière signifiait une large vallée, ce qui signifiait une meilleure chance de rencontrer des gens ou au moins de trouver un sentier. La descente de la pente enneigée a pris 4 heures. Tous les 100 mètres, Liang s'arrêtait, écoutait le bruit de l'eau et ajustait leur direction. La neige craquait sous leurs pieds, les obligeant à s'agripper aux branches des buissons. Liu suivait de près ses traces, essayant de ne pas s'écarter de la route. À 11h40, le brouillard se dissipa soudainement, et ils virent ce qui détruisit tous leurs espoirs. La rivière se terminait par une cascade de 15 mètres. Le courant d'eau s'écrasait contre les rochers en contrebas dans un rugissement assourdissant, soulevant des nuages d'embrun qui gelaient immédiatement sur les parois de la gorge. À droite et à gauche se trouvaient des falaises abruptes recouvertes d'une croûte de glace due au brouillard constant. 1 heure de recherche d'un autre chemin n'a donné aucun résultat. Il n'y avait pas de sentier de contournement. La seule façon de continuer à descendre était de descendre les rochers humides sur le côté de la cascade en s'agrippant aux rebords et aux racines des plantes qui poussaient dans les crevasses. Lian a été le premier à commencer la descente. Vérifiant soigneusement chaque prise, il a parcouru les 5 premiers mètres sur les rochers
qui était déglissant à cause des embruns. Liu le suivit, essayant de reproduire exactement ses mouvements et de placer ses pieds aux mêmes endroits. Au 6e mètre de la descente, tout alla de travers. La roche sous le pied gauche de Liang, usée par les embruns constants, ne put supporter la charge supplémentaire. Il glissa et tenta instinctivement de s'agripper au support le plus proche. Ce support s'avéra être la main tendue de Liu. Pendant une seconde, ils restèrent suspendus ensemble au-dessus du précipice, puis tombèrent tous les deux. Une chute de 100 mètres sur des corniches rocheuses et des éboulis instables. Des chocs contre les rochers, le craquement des os qui se brisent, des flashs de douleur insupportables et l'obscurité. Leur sac à dos, qui par miracle n'avait pas été éjecté, heurtait leur dos à chaque impact contre les rochers. Lorsque la chute s'est enfin arrêtée, ils se trouvaient allongés sur une étroite corniche rocheuse au milieu de la paroi abrupte de la gorge. Une plateforme naturelle de 3 mètres de large, dépassant de la roche comme un balcon sans balustrade. Au-dessus d'eux s'étendait une paroi presque verticale de 70 mètres, mouillée par les embruns constants de la cascade. En dessous, l'abîme s'ouvrait sur 30 mètres supplémentaires jusqu'au fond de la gorge, où une rivière moussait entre des rochers acérés. Lian reprit conscience le premier. Il avait un mal de tête atroce et son épaule gauche lui brûlait. Difficile de dire si elle était luxée ou cassée. Liu gisait immobile à côté de lui, du sang coulant d'une profonde blessure au front. Mais elle respirait régulièrement, et c'était l'essentiel. Leur sac à dos gisait au bord de la corniche. 1 demi-mètre de plus, et ils seraient tombés dans l'abîme avec leur tente, leur nourriture et tout le matériel nécessaire à leur survie. Ils avaient survécu à une chute de 100 mètres, mais ils se retrouvaient dans une prison de pierre dont il leur était impossible de s'échapper par leurs propres moyens, et le rugissement constant de la cascade couvrait leurs appels à l'aide. La corniche s'avéra être légèrement plus grande que prévu initialement, près de 4 mètres de long et environ 2,5 mètres de large. Miraculeusement, leur sac à dos et tout leur équipement avaient survécu. Ils avaient assez de nourriture pour tenir 12 à 14 jours s'ils la consommaient avec parcimonie. Pour 2 jeunes organismes, cela signifiait une réelle chance d'attendre les secours. Liang élabora un plan de survie détaillé. Le matin et le soir, ils allaient en siffler aussi fort que possible. Pendant la journée, ils allaient agiter la veste rouge vif de Liu si un hélicoptère ou un avion apparaissait. Ils allaient rationner strictement leur nourriture, mais sans se priver. Ils allaient conserver leur force et attendre l'arrivée des secours. Les premiers jours se sont déroulés presque calmement. La douleur causée par les contusions subies lors de la chute s'est progressivement atténuée. Le bras de Liu n'était finalement pas cassé, mais seulement gravement foulé au niveau de l'articulation de l'épaule. Ils plaisantaient même parfois sur les histoires qu'ils raconteraient à leurs amis à leur retour. Le pire était le rugissement constant de la cascade et l'humidité. Leurs vêtements ne séchaient jamais, leurs sacs de couchage étaient humides et le froid leur pénétrait les os, même pendant la journée. Ils étaient convaincus qu'ils seraient secourus. Leurs amis les attendaient dans le village de Langtang. Leur famille à Taïwan s'inquiéterait s'ils n'avaient pas de nouvelles d'eux. Il leur suffisait d'attendre. Pause. Le 15 mars, le téléphone a sonné chez la famille Liang à Taïwan à 4 heures du matin. C'était un appel de leurs amis au Népal. Le jeune couple n'était pas arrivé au village de Langtang à la date prévue. Certes, les retards dus aux intempéries sont fréquents en montagne, mais cela faisait déjà 6 jours qu'ils n'avaient plus donné de nouvelles. Le père de Liang n'a pas hésité une seconde. 1 heure plus tard, il était en contact avec le bureau de représentation taïwanais à Katmandou. 2 heures plus tard, une demande officielle d'assistance était envoyée à la police touristique népalaise. À midi le 16 mars, l'opération de recherche était officiellement lancée. Des hélicoptères sont apparus dans le ciel au-dessus du Ganesh Himal. Ils ont méthodiquement ratissé les vallées, survolé les cols et plané au-dessus de tout endroit suspect sur la neige. Au sol, des équipes de secours accompagnées de chiens ont fouillé toutes les routes connues dans la zone où le couple avait été vu pour la dernière fois. Depuis leur corniche, Liang et Liu ont entendu les hélicoptères 3 fois en 1 semaine. À chaque fois, les appareils volaient haut dans le ciel, sans descendre vers la gorge. Le bruit des moteurs résonnait sur les parois du canyon, créant une illusion acoustique. Il était impossible de déterminer précisément d'où provenait le bruit. Ils ont agité une veste rouge, crié jusqu'à en avoir la voix rauque et sifflé, mais les hélicoptères ont disparu derrière les crêtes des montagnes, sans remarquer leurs signaux. À Taïwan, le père de Liang a engagé un détective privé pour coordonner les recherches. La mère de Liu a pris le premier vol disponible pour Katmandou. Les familles ne dormaient pas, se tenant constamment informées des dernières nouvelles et consultant des astrologues.
Dans les situations critiques, les gens s'accrochent à n'importe quelle lueur d'espoir, même si la partie rationnelle de leur conscience ne croit pas à la divination. Au Népal, les sauveteurs ont utilisé des méthodes plus pratiques. Ils ont observé les vols des vautours qui pouvaient indiquer les endroits nécessitant une attention particulière. Ils ont interrogé les habitants des villages reculés. Ils ont vérifié tous les hôpitaux et commissariats de police dans un rayon de 100 km. À la fin de la 2e semaine, Liang et Liu n'avaient plus de nourriture. Il ne leur restait que des miettes de biscuits, une petite réserve de sel pour cuisiner et des sachets de thé. Mais ce n'était pas ce qui les inquiétait le plus. Ce qui les inquiétait, c'était que le bruit des hélicoptères ne venait plus des montagnes. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose, ils avaient cessé de les rechercher. Ils ont partagé les dernières miettes de biscuits le 23 mars. Liang a cassé des morceaux avec une précision mathématique en donnant un peu plus à Liu. Elle a essayé de protester, mais il était resté inflexible. Il avait plus de masse musculaire, ce qui signifiait plus de réserve d'énergie dans son corps. Il ne leur restait plus que du sel et la possibilité de faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau. Liang se souvint de ses cours de biologie à l'école. Le sel aide le corps à retenir les fluides dans les cellules et maintient l'équilibre électrolytique. Il commença à ajouter une pincée de sel dans chaque tasse d'eau fondue, créant ainsi une sorte de solution saline. Le 29 mars, un message arriva de Katmandou, message que tous leurs proches redoutaient. Les opérations de recherche officielles étaient suspendues en raison des conditions météorologiques défavorables et du manque de nouvelles pistes. 3 semaines de recherche intensive n'avaient donné aucun résultat. La probabilité de retrouver le couple vivant était proche de 0. À Taïwan, les familles ont commencé à recevoir les condoléances de leurs amis et collègues. Certains discutaient déjà des détails des futures cérémonies commémoratives. Officiellement, Liang Shengyue et Liu Chenshun étaient considérés comme morts dans les montagnes. Liang a commencé à compter les jours en griffonnant des lignes sur la paroi de la tente avec une pierre. 21 jours dans une prison de pierre. Liu passait de plus en plus de temps dans son sac de couchage, économisant ses forces. La faim cessa d'être une douleur aiguë et devint une compagne constante. Au début de la 4e semaine, les changements dans leur corps étaient devenus visibles. Liang avait tellement maigri que son jean ne tenait plus que grâce à sa ceinture, serrée au maximum. Ses pommettes étaient devenues plus saillantes, ses yeux enfoncés dans des ombres profondes. Mais Liu était dans un état bien pire. Son corps, plus petit et avec moins de réserve de graisse, abandonnait plus rapidement. À la fin du mois de mars, elle commença à s'endormir au milieu des conversations. Ses mouvements devinrent plus lents et sa voix se transforma en murmure. Au début du mois d'avril, Liang remarqua qu'il avait commencé à se parler à lui-même. Pas à voix haute, mais mentalement et constamment. Il planifiait des itinéraires de fuite inexistants, se remémorait le goût des plats qu'il avait mangés un mois auparavant et écrivait mentalement des lettres à ses parents qu'il n'enverrait jamais. Lentement mais sûrement, leurs corps entrèrent dans un état de dépérissement. À la mi-avril, il était clair que Liu était en train de perdre son combat pour la vie. Sa peau avait pris une teinte cireuse et jaunâtre. Lorsqu'elle essayait de se lever, ses jambes se dérobaient sous son propre poids. Elle ne parlait plus qu'à voix basse. Liang faisait tout ce qui était en son pouvoir. Toutes les heures, il faisait fondre de la neige et lui apportait une tasse à ses lèvres. Il lui massait les mains et les pieds, essayant de maintenir la circulation sanguine dans ses membres. Il lui parlait de ses projets d'avenir, de leur retour chez eux, de la fin de leurs études universitaires, de leur mariage, et lui disait qu'il se souviendra de cette épreuve comme d'un cauchemar terrible mais surmonté. Le 21 avril, Liu a cessé de boire de l'eau. Le 22 avril, elle a cessé de répondre aux questions. Le 23 avril, à l'aube, sa respiration est devenue irrégulière. Il y avait de longues pauses entre les respirations, suivies de courtes séries de mouvements rapides et superficiels de sa poitrine. Liang est restée éveillée toute la nuit, comptant ses respirations. Liu Chenshun est morte à l'aube du 24 avril, lorsque les premiers rayons du soleil ont touché la paroi et de la gorge, bien au-dessus de leur tête. La mort est venue tranquillement, dans l'intervalle entre une respiration et la suivante, qui n'est jamais venue. Liang l'a senti avant de le comprendre avec son esprit. La main qu'il avait tenue toute la nuit est devenue plus froide. Sa poitrine a cessé de se soulever et de s'abaisser à son rythme habituel. Le silence a envahi l'espace exigu de la tente. Il est resté allongé à côté d'elle pendant 2 heures supplémentaires, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis, il a doucement fermé ses yeux et embrassé son front. Sa peau était aussi froide que la roche de la montagne dans l'air du matin. Les premières heures se sont écoulées dans un état d'engourdissement complet.
Il n'a pas pleuré. Son corps déshydraté ne pouvait pas produire de larmes. Il est simplement resté allongé là, à fixer le plafond gris de la tente, essayant de comprendre la nouvelle réalité de son existence. Il était seul sur une corniche rocheuse au milieu d'une paroi abrupte, à 2600 mètres d'altitude, sans nourriture, sans contact avec le monde extérieur, sans espoir de secours. À côté de lui gisait le corps de la fille qu'il aimait plus que la vie elle-même. Il ne dormit pas du tout lors de sa première nuit, loin de chez lui. Il resta allongé là, écoutant le rugissement de la cascade, qui semblait désormais non seulement un bruit de fond, mais la voix de la mort elle-même, venue le chercher. Au matin, il avait pris la seule décision qui avait encore du sens. Il n'abandonnerait pas. Pas maintenant, alors qu'elle ne pouvait plus se battre pour eux deux. Le premier matin sans Liu commença par une hallucination. Liang se réveilla au son de sa voix qui l'appelait, comme elle le faisait chaque matin. Il se tourna vers elle avec un sourire à moitié endormi et vit le sac de couchage immobile sur la paroi opposée de la corniche. La réalité s'abattit sur sa conscience comme un éboulement. Son cerveau, épuisé par 44 jours de famine, commença à fonctionner de manière très défaillante. Ce que les médecins appellent des hallucinations de famine sont le résultat d'une chute critique du taux de glucose dans le sang. Des illusions auditives, des visions trompeuses et une perception déformée de la réalité. Mais pour Liane, c'était le retour de Liu. Il lui parla toute la journée du 25 avril, lui faisant part de ses projets pour l'avenir. Parfois, il lui semblait qu'elle répondait directement à sa conscience. Le soir venu, sa jambe droite a commencé à lui faire mal. Lorsqu'il a retiré sa botte, il a vu un orteil enflé avec une tache sombre sous l'ongle. Le matin du 26 avril, sa jambe était enflée jusqu'au tibia. Des asticots sont apparus entre ses orteils. Son corps commençait à se décomposer alors qu'il était encore en vie. Son corps affaibli ne pouvait pas dépenser d'énergie pour lutter contre les infections. Les poux se multipliaient dans ses cheveux. Liang essayait de les écraser avec ses ongles, mais il y avait trop de parasites. Dans l'après-midi du 26 avril, il entendit le bruit des pales d'un hélicoptère. Au début, il crut que c'était une hallucination. Au cours des derniers jours, il avait entendu de nombreux sons qui n'existaient pas, les voix des sauveteurs, les aboiements des chiens et même de la musique. Mais le bruit devint plus fort et plus réel. Liang sortit de la tente à quatre pattes, agitant la veste rouge de Liu et criant d'une voix rauque et chuchotante. Il sautait sur une jambe car l'autre était presque inutilisable. L'hélicoptère survola la gorge et disparut derrière la crête. La nuit du 26 au 27 avril fut la plus difficile. Liang était allongé, délirant, tremblant à la fois de froid et de fièvre. Il sentait la vie le quitter goutte à goutte. Il imaginait comment il allait mourir ici, comment ses parents allaient enterrer des cercueils vides. Mais à l'heure la plus sombre avant l'aube, la voix de Liu résonna dans son esprit. Ce n'était pas une hallucination, mais le souvenir de ses paroles dans les moments difficiles. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. Au matin du 27 avril, il avait pris sa décision finale. Il allait vivre, pas pour lui-même, mais pour elle. Le matin du 26 avril, l'équipe de secours d'Asian Trekking, dirigée par Madhav Basnet, a pris son envol pour la dernière fois. C'était un geste désespéré, sans véritable espoir. Après 7 semaines de recherche, personne ne croyait sérieusement que le couple taïwanais puisse être retrouvé vivant. Il existe une règle cruelle dans les montagnes. Une personne peut survivre sans nourriture pendant 40 jours maximum. Passé ce délai, on ne recherche plus que les corps pour les rendre à leur famille. Mais les parents n'ont pas abandonné. Le père de Lian a transféré de l'argent supplémentaire depuis Taïwan. Il a payé un autre vol au-dessus des zones où son fils et sa petite amie pouvaient se trouver. Dawat Ameng, un habitant de la région, a signalé avoir vu une tache rouge dans la région de la rivière Narché, peut-être une tente ou des vêtements de couleur vive. L'hélicoptère est entré dans la gorge par le nord, en suivant les méandres de la rivière. Le pilote est descendu aussi bas que le permettaient les parois rocheuses, tandis que Basnet scrutait les pentes à l'aide de puissantes jumelles. Il y avait de nombreuses cascades dans la région, mais la plupart plongeaient dans des crevasses inaccessibles. À 11h45, l'un des membres de l'équipage a crié des mots auxquels plus personne ne croyait. « Quelqu'un bouge là-bas !» Sur une corniche étroite au milieu d'une paroi abrupte, une personne agitait quelque chose de rouge. La silhouette ressemblait à un squelette recouvert de peau, mais elle était clairement vivante. Une tente et quelques effets personnels étaient visibles à proximité. Basnet a déclaré plus tard aux journalistes que sa première réaction n'avait pas été l'excitation, mais le choc. Dans nos esprits, nous avions déjà perdu tout espoir de les retrouver vivants. Alors quand nous avons vu cet homme, nous avons eu peur pendant 1 seconde.
L'hélicoptère a survolé la gorge, mais il était physiquement impossible d'atterrir sur la corniche. 2 sauveteurs, Bassnett et son assistant, sont descendus à l'aide de longues cordes équipées de matériel d'escalade. Des paniers et du matériel supplémentaire flottaient sur des câbles sous l'appareil. L'homme sur la corniche les a accueillis avec le seul mot qu'il connaissait en népalais, « Namasté ». Sa voix était rauque, à peine audible, mais elle semblait reconnaissante. Ce que les sauveteurs ont vu a choqué même les alpinistes expérimentés. Liang Chengyu ne pesait pas plus de 40 kg et mesurait environ 170 cm. Ses côtes ressortaient sous sa peau et ses joues étaient tellement creusées que son visage ressemblait à un crâne. Ses yeux semblaient énormes sur son visage émacié. Sa jambe droite était enflée et clairement infectée. Ses cheveux étaient infestés de parasites. Mais le spectacle le plus difficile attendait les sauveteurs sur la paroi opposée de la corniche. Un sac de couchage y gisait, avec à l'intérieur le corps d'une jeune fille. « Elle est morte il y a 3 jours », dit Liang dans un anglais approximatif. Sa voix semblait calme, comme s'il s'excusait d'être en retard à une réunion. Après 47 jours passés dans une prison de pierre, ayant perdu la moitié de son poids et la fille qu'il aimait, l'homme parlait comme s'il ne s'agissait que d'un léger désagrément. 1 heure après son sauvetage, un hélicoptère a transporté Liang à l'hôpital Grande et International de Katmandou. Les médecins s'attendaient à voir un homme mourant dans un état critique. Ce qu'ils ont vu contredisait tous les manuels sur la physiologie de la famine. Le docteur Chakra Raj Pandey, médecin-chef de l'hôpital, a déclaré plus tard aux journalistes « Il était extrêmement amaigri, mais pleinement conscient. Il pouvait répondre aux questions et se souvenir des événements. C'est tout simplement incroyable. » Liang avait perdu 30 kg, soit près de la moitié de son poids initial de 70 kg. Sa masse musculaire s'était atrophiée à tel point que sa peau pendait en plis sur ses bras et ses jambes. Son taux de glycémie était extrêmement bas. Ses reins fonctionnaient à plein régime et son foie était à peine capable d'éliminer les toxines de son corps. Mais ses fonctions vitales restèrent stables. Son cœur battait à un rythme régulier, son cerveau fonctionnait clairement et son discours était cohérent et logique. D'une manière ou d'une autre, son corps avait appris à survivre avec le minimum de ressources qui étaient auparavant considérées comme incompatibles avec la vie. Le secret de sa survie s'est avéré étonnamment simple. Les pincées de sel que Liang avait ajoutées à l'eau de fonte au cours des 5 semaines avaient permis de maintenir l'équilibre électrolytique de son organisme. Le sodium avait empêché ses cellules de se dégrader à cause de la déshydratation et l'apport constant de liquide avait permis à ses reins de continuer à fonctionner. Ses connaissances de base en chimie lui avaient sauvé la vie. Le 28 avril, 2 jours après son sauvetage, Liang a fêté son 22e anniversaire dans sa chambre d'hôpital. Les infirmières lui ont apporté un petit gâteau et les journalistes l'ont filmé en train d'essayer de couper le gâteau éponge avec ses mains tremblantes. Chaque mouvement était compliqué. « Je me sens très heureux maintenant », a-t-il déclaré aux journalistes. Les photos montrent sa tête rasée, ses cheveux ont dû être coupés à cause de parasites. Son visage est émacié, mais ses yeux sont vifs et clairs. Lors de sa première nuit à l'hôpital, il a mangé 6 bols de soupe liquide. Bassnett, qui était de garde à proximité toute la nuit, se souvient, il a très bien dormi. Il était heureux, mais incroyablement fatigué. 5 jours plus tard, le 1er mai, Liang était déjà capable de marcher seul, en s'appuyant sur le mur. Les médecins ont qualifié cela de miracle médical, mais lui-même refusait d'accepter cette description. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une victoire sur la mort, mais de l'accomplissement d'une dernière promesse faite à une jeune fille mourante. Le corps de Liu Chenchun a été évacué par le même hélicoptère qui avait transporté Liang à l'hôpital. Une autopsie obligatoire a été pratiquée à Katmandou, qui a confirmé la cause apparente du décès, épuisement complet de l'organisme. Son corps avait tout simplement épuisé toutes ses ressources et cessé de fonctionner. 1 semaine plus tard, sa dépouille a été rapatriée à Taïwan pour y être inhumée. Une cérémonie bouddhiste traditionnelle a été organisée dans sa ville natale de Miaoli. Elle s'est déroulée dans le calme, en toute intimité, sans publicité inutile. Ses amis se souviennent d'elle comme d'une enfant joyeuse, qui rêvait toujours de découvrir de nouveaux endroits sur la carte du monde. Liang n'a pas assisté aux funérailles. Il était toujours à l'hôpital sous surveillance médicale. Mais ses pensées étaient là, à Miaoli, où la jeune fille était enterrée, dont il refusait d'abandonner le souvenir. Le syndrome du survivant est un type particulier de traumatisme psychologique. Pourquoi lui et pas elle ? Il n'y a pas de réponse à ces questions, mais elles tourmentent l'esprit pendant des mois et des années.
Le docteur Pandey a noté que Liang se remettait physiquement à un rythme étonnant, mais qu'il était psychologiquement instable. En mai 2017, Liang est retourné à Taïwan. Les journalistes l'ont accueilli à l'aéroport, mais il a répondu par monosyllabes et a évité de donner des détails. « Je vais mener une vie normale, je serai plus prudent à l'avenir. » Après cela, Liang Shengyue a disparu de la scène publique aussi soudainement qu'il était apparu dans les médias. L'homme qui avait survécu à l'impossible d'un point de vue médical a choisi le droit le plus ordinaire à la vie privée. Son cas a été présenté dans la littérature médicale comme un exemple de survie extrême. 47 jours sans nourriture ont obligé les médecins à réviser leur manuel sur la physiologie humaine. Cette histoire est devenue un avertissement sur l'importance des guides locaux dans les régions reculées de l'Himalaya. Mais la principale leçon s'est avérée simple. Les êtres humains sont capables d'endurer bien plus que ce qui semble possible, non pas grâce à des super-pouvoirs, mais grâce à une incroyable volonté de vivre.